Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Nous prendrons la direction de Roland-Garros pour débuter ce journal où Romain Arnaud s'est qualifié pour les huitièmes de finale en double avec Benoît Paire. Le joueur de la Fédération monégasque de tennis sera avec nous pour en parler. Suite de nos reportages à Calvi à l'occasion des Water Safety Days, notre équipe sur place a suivi les différents ateliers proposés par la Fondation Princesse Charlène sur le sauvetage en mer. Comment se passe la reprise des entraînements pour les sports de combat? Nous nous sommes rendus au dojo du Judo Club de Monaco pour le savoir. Et puis nous ferons le point sur le baccalauréat nouvelle formule. Comment vont se dérouler les épreuves cette année? Dans quel état d'esprit sont les lycéens? Le proviseur du lycée Albert Ier, Pierre Cellario, nous dévoilera tous les détails. Mais avant cela, ouvrons une page sport avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. On débute avec de la Formule 1 et le Grand Prix de Bakou. Bonsoir Émilie, les qualifications se sont déroulées en début d'après-midi. Une séance perturbée par de nombreux accidents, synonymes de drapeau rouge, notamment celui en toute fin de Q3 de Yuki Tsunoda. Un incident qui profite à Charles Leclerc, le monégasque décroche sa deuxième pole position consécutive, la neuvième de sa carrière. Il s'élancera demain devant Lewis Hamilton, Max Verstappen et Pierre Gasly. On passe au basket, la Roca Team doit se relancer demain contre Bourg-en-Bresse en Jeep Elite. Après deux défaites consécutives à Chalon-Reims mardi et Roanne jeudi, Monaco, qui a cédé son fauteuil de leader de Jeep Elite à Lasvel, veut retrouver le chemin de la victoire. Les joueurs de coach Mitrovic reçoivent dimanche à 16h à Gaston Médecin Bourg-en-Bresse, actuellement 5e du championnat, avec 20 victoires et 11 défaites. En cas de succès, la Roca Team s'assurerait l'avantage du terrain pour les quarts de finale. Et en tennis, les joueurs de la Fédération monégasque brillent en double à Roland-Garros. Et oui, nous vous en parlions dans notre édition d'hier. La qualification pour le troisième tour d'Hugonis s'associe à l'Allemand Tim Putz suite à leur superbe victoire en 2-7, 6-4, 6-4 face à la paire tête de série numéro 3 du tournoi, Ram Salisbury, finaliste du dernier Open d'Australie. Hier soir, l'autre joueur de la Fédération monégasque de tennis, Romain Arnaud, s'est lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale avec son partenaire Benoît Paire. Une victoire en deux manches 6-0, 6-4 face à la paire Daniel Oswald. Les deux monégasques s'affronteront pour une place en quart de finale. Oui, et justement, Romain Arnaud est avec nous ce soir pour nous parler de son parcours à Roland-Garros, le meilleur de sa carrière en Grand Chelem. Bonsoir Romain. Bonsoir. Vous réalisez pour l'instant le parcours parfait avec votre partenaire, hein? Oui, pour l'instant, c'est un très bon début. Et puis, c'est vrai que j'avais même pas beaucoup d'attentes en arrivant ici. Mais finalement, on est là, on est au troisième tour. Donc, je suis très heureux, surtout qu'on partage vraiment des émotions sympas avec le public ici. Parce que voilà, je joue avec Benoît Paire, qui est très aimé à Paris. Et du coup, le public est vraiment chaud. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du public, autant de public derrière nous. C'est un soutien vraiment qui vous porte. Ce qu'il y a, c'est que moi, je joue en double, alors je suis un petit peu plus habitué à, entre guillemets, avoir moins de soutien, mais c'est vrai qu'en fait, c'est tout simplement qu'on joue au tennis pour avoir des émotions comme celle-ci, et là, on passe vraiment des moments inoubliables, quoi. Au-delà du résultat, du coup, oui, évidemment, ça nous porte, surtout que, voilà, moi, je suis le partenaire de Benoît, du coup, ils sont vraiment tous acquis à ma cause, et voilà, c'est vraiment des moments très, très sympas à vivre. C'est votre première participation à Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce tournoi, Romain? Bah, c'est un peu particulier parce que je connais très très bien le site. Je me suis un petit peu entraîné ici. Enfin, je connais voilà très bien. J'y suis beaucoup venu, mais j'ai jamais participé. Je l'avais quand même fait tournoi junior, mais ça commence à dater. C'est il y a plus de 10 ans. Ça me rajeunit pas d'ailleurs. Et non, mais voilà, je suis très content maintenant d'arriver chez les pros en double. Et, voilà, par rapport à mon parcours qui a été un petit peu particulier, j'arrive à prendre du recul par rapport aux résultats et vraiment à profiter voilà, de participer à un tournoi comme celui-ci. C'est pour ça que je profite aussi des supporters et juste des encouragements. Voilà. Romain, votre association avec Benoît Paire ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez fait de beaux résultats depuis le début de l'année avec lui, hein? Ah oui, je suis très content de jouer avec Benoît. C'est vrai que grâce à lui, j'arrive à rentrer dans les plus gros tournois. Et c'est vrai que c'est particulier de jouer avec Benoît parce que Euh, voilà, il est un peu tout fou sur le court et les adversaires, ils savent pas trop à quoi s'attendre.
voilà, du coup, moi, il faut le prendre un petit peu, pas au second degré, mais quand il est dans des bonnes conditions, c'est vrai qu'il joue très bien au tennis. Et moi, j'essaye de le porter. Voilà, et du coup, je m'entends très bien avec lui en dehors du cours. Et franchement, on prend juste du plaisir. Et puis au final, les résultats suivent. Du coup, c'est vraiment sympa. Alors en huitième de finale à Roland-Garros, vous allez retrouver demain un joueur que vous connaissez bien, un joueur de la Fédération monégasque de tennis, Hugo Nys. Ça va être un match particulier pour vous? Ouais, c'est particulier. On se connaît très bien, évidemment. Et surtout de se rencontrer au troisième tour de Roland, c'est des étapes dans les tournois où on n'a pas forcément l'habitude d'y être. J'espère qu'on y sera de plus en plus dans les prochaines années. Du coup, voilà, dans tous les cas, je sais qu'on va profiter du moment présent parce que ça va être un super match. Et on joue rarement dans des ambiances comme ça, surtout les derniers temps où ça a plutôt été calme un peu partout sur la planète. Et là, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Bah, profitez bien en tout cas. Merci infiniment Romain Arnéodo d'avoir été avec nous depuis Roland-Garros ce soir. Bah, merci à vous. Ouais. Après Paris, direction la Corse, nous vous en parlions hier, la Fondation Princesse Charlène propose des initiations au sauvetage en mer. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal ont suivi les différents ateliers proposés sur 2 jours à Calvi. Voyez le reportage sur place. On écoute, en position. Tête basse. Top. Allez, 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 on se retourne. Prévention et connaissance du milieu sont les clés de cette matinée découverte. Sur la plage de Calvi ce vendredi matin, les élèves de CM2 de l'école Loviconi se sont mis dans la peau des sauveteurs en mer. À travers 6 ateliers, ils ont été initiés au sauvetage, au secourisme et à la sécurité aquatique. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On a appris comment sauver les gens de la noyade. On a appris à utiliser les frites pour les sauver de la noyade et tout. Et on a appris comment on utilisait les drapeaux, comment alerter les secours et tout avec les talkie-walkie. Par exemple, le drapeau orange, ça veut dire qu'il faut faire attention. La mer, il y a beaucoup un peu de vagues, mais tu peux aller quand même tu peux aller nager, mais quand même faire attention. Le rouge, que c'est non, tu vas pas nager parce que c'est dangereux. J'ai appris le sauvetage. Comment sauver une personne qui va se noyer. Motivés et investis, les différents groupes ont tourné entre chaque atelier de 9h30 à 11h. Ils sont manifestement ravis. Le retour des enfants, il suffit de les regarder, on voit des grands sourires, des enfants qui passent un bon moment et puis qui sont confrontés à une variété d'activités quand même importantes, dans lesquelles ils s'amusent, mais ils piochent aussi des informations qui, je pense, vont être emmagasinées. Un apprentissage essentiel, notamment pour des habitants de zones côtières. Chaque année, environ 1000 décès sont causés par noyade en France. 90% des noyades ont lieu à moins de 50 mètres du bord de mer. Le programme Water Safety de la Fondation Princesse Charlène a justement été créé pour la prévention de la noyade. On leur enseignait les bases pour ne pas se mettre en danger et puis aussi pouvoir essayer d'aider quelqu'un qui est en danger sans se mettre soi-même en danger. Et donc c'est des exercices qui leur ont été proposés et qu'on a pu faire à Monaco, on a pu faire dans d'autres lieux, même jusqu'en Polynésie, avec Stéphanie Bardex et ses équipes. Vous reconnaissez sûrement le waterbike sur lequel je me trouve. Il a servi à réaliser The Crossing Calvi Monaco en septembre 2020. Après cette initiative, la Fondation Princesse Charlène est de retour ici en Corse, mais cette fois-ci à l'attention des jeunes générations. C'est déjà un partenariat fort qui est noué depuis plusieurs mois avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, avec la princesse elle-même et le prince également. Donc déjà, je me réjouis que ça ne soit pas simplement une course de waterbike qui nous ait permis de jeter les bases d'un vrai partenariat. Aujourd'hui, ce sont des actions menées par la Fondation en direction des enfants des CM2 de Calvi. Je ne peux que m'en réjouir parce que la prévention, les premiers secours, c'est important. Ça fait partie de l'éducation
qu'il faut donner à nos jeunes enfants. C'est une excellente initiative à laquelle naturellement nous avons souscrit d'emblée, je dirais sans réfléchir, parce qu'il n'y avait pas à réfléchir. Et quand on voit la manière dont se comportent les enfants aujourd'hui sur la plage, on voit qu'ils sont attentifs, heureux, qu'ils évoluent dans un milieu qui leur plaît. Et donc encore une fois, il faut vraiment encourager ce genre d'initiative. L'objectif de ce programme est d'apporter sur une matinée les notions de base essentielles à la mise en sécurité et les comportements à adopter au quotidien lorsque l'on se trouve en zone aquatique. En France, on est un petit peu en retard sur ce programme-là. Il y a plein de pays, notamment dans les pays scandinaves, où ils apprennent les premiers secours très tôt. Et c'est bien de les éduquer très tôt aux premiers gestes de secours pour qu'ils puissent, le cas échéant, avoir les bons gestes. Et je pense aussi que ça peut nourrir quelques vocations pour le futur. Donc il y aura besoin dans quelques années de nouveaux sauveteurs. Les élèves ont également été sensibilisés à la protection de l'environnement et des océans. Ils ont pu assister à la démonstration de robots nettoyeurs offerts par la Fondation Princesse Charlène au port de Calvi, puis à des exercices de secours en mer avec la Société nationale de sauveteurs en mer. Le samedi, les Water Safety Days étaient ouverts au public pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, ainsi que les différentes animations présentes sur le port de Calvi. Les Water Safety Days se poursuivent à partir de lundi, toujours au nord de l'île de Beauté, à Saint-Florent cette fois-ci. La reprise du sport en intérieur est effective depuis le 3 mai dernier en principauté, mais sous certaines conditions, notamment pour les sports de combat. Justement, quel est le protocole à observer lors des entraînements? Peggy Ramani et Orazio Gagino se sont rendus au dojo de Monaco pour en savoir plus. Reprise en douceur et avec le masque pour ces petits judokas. Au programme, des parcours ludiques, des exercices de coordination, de déplacement, de la course. Un entraînement qui a dû être adapté pour respecter les règles sanitaires encore en vigueur. Là, je ne leur fais pas de combat rapproché, donc vous avez pu voir, je leur donne de rester éloignés. Donc il faut chercher des alternatives. On varie, on fait beaucoup de choses. On fait des activités gymniques, on fait de la compréhension, on fait pas mal de choses. Mais là, la base du judo, on ne peut pas la faire encore quelques temps, d'après moi encore 20 jours. Et les enfants ont tous répondu présent, heureux de remonter sur le tatami après de longs mois d'arrêt. En fait, j'ai couru parce que moi, je cours très vite au judo et je gagne presque toutes les courses. Ça t'avait manqué? Oui. Qu'est-ce qui t'avait manqué? Les prises, on ne peut plus faire la course. Tu sais, la roulade comme ça, pouf, après on tape par terre. Ce qui m'avait manqué, c'était faire la roulade arrière et la roulade en avant. Et de jouer à Marcel. Marcel a dit dans le lac. Vainqueur de Rome. Et les enfants ont vite repris leur marque avant de pouvoir enfin reprendre les combats. Des jeunes judokas bien heureux de retrouver les tatamis et qui sont loin des préoccupations des élèves de première et de terminale qui passeront dans quelques jours les épreuves du baccalauréat. Cette année encore, les examens ont été aménagés et 2021 est synonyme de nouveauté pour les élèves de terminale. Nous avons joint le proviseur du lycée Albert Ier pour nous en expliquer tous les détails. Bonsoir Pierre Célario. Bonsoir. Cette année inaugure le bac nouvelle formule, des épreuves perturbées une nouvelle fois par la crise sanitaire. Concrètement, comment vont se dérouler les examens? Quelles sont les premières grandes échéances du mois de juin? Alors les premières grandes échéances du mois de juin, ce sont les épreuves écrites qui restent. Et il y en a deux. Une pour les élèves de terminale, ça sera l'épreuve de philosophie, le jeudi 17 juin au matin. Et pour les élèves de première, l'épreuve de français, le jeudi 17 juin après-midi. Ce sont les deux seules épreuves écrites. Toutes les autres ont été supprimées et remplacées par le contrôle continu. Et à partir du 21 juin, ce seront les oraux, le grand oral pour les terminales et les oraux de français pour les élèves de première. Quelles sont les grandes différences par rapport à l'an passé? Par rapport à l'an passé, la grande différence, c'est que cette année, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire, on peut faire passer des épreuves, puisque l'année dernière, toutes les épreuves avaient été supprimées. Vous l'avez mentionné, l'une des grandes nouveautés, c'est le grand oral. En quoi consiste-t-il? Alors ce grand oral
permet à tous les élèves de terminale, quelle que soit leur série et quelle que soit leur spécialité, d'être évalués sur une nouvelle épreuve, vous l'avez dit, qui s'appelle le grand oral. Ça permet de voir si l'élève est capable d'argumenter, de défendre un point de vue et de s'inscrire dans une projection, puisque ce grand oral porte aussi sur l'orientation future de l'élève. Alors quels sont les conseils que vous avez donnés aux élèves? Comment ont-ils préparé cette nouvelle épreuve? Alors, ils ont préparé cette nouvelle épreuve avec leur professeur de spécialité, puisque cette épreuve du grand oral, elle s'appuie sur les 2 spécialités des élèves de terminale. Il y a une partie scientifique sur les connaissances, le programme qu'ils ont étudié durant toute l'année, mais il y a aussi une partie pratique. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, moi, élève de terminale, je suis capable de m'adresser à quelqu'un, de le convaincre, d'utiliser les bons arguments, de m'exprimer correctement. C'est ce que l'on décidera lors de cette épreuve du grand oral. Et dans quel état d'esprit ils sont? Est-ce qu'ils gardent le moral après une année encore rythmée par la crise sanitaire? Ils gardent le moral dans le sens où, ici au lycée Albert Ier, et vous le savez sans doute, nous avons assuré 100% des cours en présentiel. Donc, il ne leur manque pas de cours. En revanche, évidemment, cette nouveauté, ce grand oral, les rend un petit peu fébriles. Mais tous les professeurs sont là, bien entendu, non seulement pour les préparer, mais pour les rassurer. Et ils seront prêts le jour J. Et c'est un avantage pour eux d'avoir pu bénéficier de ces cours en présentiel tout au long de l'année? Ah oui, c'est un plus indéniable. Quand on voit nos collègues français dans les lycées du rectorat de Nice, où ils ont été en demi-jauge, où ils ont dû fermer à certains moments, on voit les manques qu'il y a eu dans les chapitres qui ont été étudiés. Là, pour nos élèves, savoir qu'ils ont pu tout étudier depuis le début de l'année, c'est vraiment un réel avantage que nos élèves du lycée Albert Ier ont par rapport à leurs collègues. Pierre Célario, cette nouvelle formule du baccalauréat permet aux élèves d'aller vers leur matière de prédilection. Est-ce qu'il y a des matières qui ont été plus prisées que d'autres ou au contraire certaines ont été délaissées? C'est vrai que, et j'allais dire un peu comme c'était par le passé, les matières scientifiques tiennent toujours le haut du pavé, notamment les mathématiques, avec, on peut dire, talonnées par les sciences économiques et sociales, c'est-à-dire l'ancien bac ES. Donc, mathématiques, sciences économiques et sociales, les autres matières scientifiques, physique et SVT. Voilà, ça, ce sont les matières, j'allais dire, qui sont le plus prisées par les élèves. Après, il y a de nouvelles matières qui trouvent leur voie, qui trouvent leur public. C'est histoire, géopolitique. Ça, c'est tout nouveau. Humanité, littérature et philosophie. Là aussi, petit à petit, on s'aperçoit que ces matières trouvent leur public parmi les élèves, notamment de première, qui vont passer en terminale l'année prochaine. Et on n'oublie pas pour autant les élèves de première qui, eux, passent le bac français. Comment ça va se passer pour eux? Alors pour eux, ça va se passer, j'allais dire, de façon traditionnelle. L'écrit le 17, à partir du 21 juin, l'oral. La seule nouveauté qu'il y a cette année, c'est qu'ils auront le choix entre plusieurs sujets, contrairement à d'habitude où ils n'avaient que 3 sujets au choix. Là, ils en auront plus. Et le nombre de textes a été réduit du fait que, comme je vous l'ai dit, en France, ils n'ont pas pu assurer tous les cours. En bac général, ils n'ont que 12 textes et en bac technologique, uniquement que 8 textes. Donc de quoi préparer ce baccalauréat, aussi bien le bac français que le baccalauréat général, sereinement. Voilà, de façon tout à fait sereine et en confiance. Merci infiniment Pierre Célario d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Un mot à présent sur ce prochain événement culturel en principauté. Le 10e Salon du Livre aura lieu les 19 et 20 juin prochains au Tunnel Riva. Avec cette année encore, de nombreux auteurs au rendez-vous. Je vous propose d'écouter Yvette Gaza-Célario de l'association des rencontres littéraires Fabien Boisson, présidente du Salon du Livre. Elle est au micro de Christine Datomel. Monsieur Alain Duhamel, Monsieur Alain Duhaut, Monsieur Franck Ferrand, Monsieur Éric Nolot, Monsieur Marcel Ruffo, Monsieur Georges Vigarello. Nous avons aussi Jean-Louis Debray. Nous présenterons Le Prince à tous les auteurs qui sont 115, qui auraient pu être 160, mais nous sommes tenus à des conditions sanitaires comme tout le monde, donc nous les respectons. Le samedi soir, il y aura le show de Sandrine Saroche et de son partenaire Bernheim.
qui fera une espèce de revue, une espèce de panel de tout ce qui s'est passé avec la Covid et ses variants cette année. Et elle le fera sur le mode humoristique pour nous faire sourire, c'est l'événement détente. Le lendemain, nous aurons un salon, la continuation du salon. Et le soir, nous aurons Éric Battaglia, que j'ai présenté tout à l'heure, qui clôturera en musique le salon. À l'entrée du tunnel, nous aurons des artistes peintres, parce qu'on a eu l'idée l'année dernière de faire un effet miroir entre la peinture, la sculpture, la littérature et la musique. Et cette année, un timbre postal commémoratif célébrera le 10e anniversaire du Salon du Livre, un timbre conçu par l'artiste monégasque Joël Chobanian. Restons dans le domaine littéraire. Vous le savez, chaque samedi, la médiathèque de Monaco nous dévoile son coup de cœur de la semaine. Sur quel ouvrage s'est porté le choix de Céline Sabine? Eh bien, la réponse dans la chronique littéraire. Un deuxième roman est souvent déterminant dans la carrière d'un auteur. Avec Combat, Néhémie Pierre Dahomey confirme son talent d'écrivain découvert en 2017 dans Rapatrié. Avec cette histoire aux allures de conte villageois et politique, il nous transporte en Haïti en 1842, soit 38 ans après que l'île soit devenue la première république noire indépendante. Alors que la France exige une dette colossale pour le rachat de cette liberté, les habitants de la vallée reculée du cul-de-sac tentent d'échapper au recensement et au prélèvement de l'impôt. C'est dans ce contexte que va s'exacerber la haine entre deux demi-frères que tout oppose. Le premier, Ludovic Possible, mulâtre, propriétaire terrien, humaniste, ouvre une école dans l'arrière-cour de sa maison pour y éduquer les enfants du village. Le second, Balthazar, le fils illégitime, à la peau plus noire, est quant à lui cruellement ambitieux. Il a imposé une taxe souterraine pour corrompre les soldats chargés du recensement. Quand l'un des proches de Ludovic refuse de payer son dû à Balthazar, les deux camps vont commencer à s'affronter dans un fatal combat de coqs. Alors que les hommes se querellent, une figure féminine et mystérieuse émerge. Il s'agit d'Aïda, une adolescente quasi muette, qui, à la mort de sa mère, hérite de son don de conteuse. C'est par sa voix et les histoires héritées d'une longue lignée de femmes qu'Aïda va mener un combat pacifique et poétique, à l'issue incertaine. Si ce livre s'impose comme un hommage au monde rural haïtien du XIXe siècle, il salue également la tradition des griots et des reines chanterelles, dont les récits ont nourri les œuvres des grandes figures littéraires caribéennes. Néhémie Pierre Dahomey s'inscrit sans conteste dans cette lignée, et son écriture, à la fois précise, poétique et enchanteresse, restitue avec brio tant les petites que la grande histoire. Et retrouvez Combat ainsi que d'autres livres à la médiathèque de Monaco. N'hésitez pas à demander conseil. On rejoint Frédéric Hélion pour un dernier point sur l'actualité. Des animations ont lieu jusqu'à ce week-end dans les jardins de la Principauté, Frédéric. Effectivement, à l'initiative du ministère de la Culture française et du réseau européen du patrimoine culturel, Rendez-vous au jardin se déroule depuis 2003, au début du mois de juin. Monaco y participe depuis 2008. Le thème de l'édition 2021, la transmission des savoirs, l'occasion de faire découvrir au public la richesse et la diversité des parcs et jardins. La Principauté propose cette année des ateliers gratuits pour enfants et adultes dans 3 jardins samedi et dimanche de 10h à 16h. Les massifs d'annuels n'auront plus de secret pour vous au jardin Saint-Martin. Devenez jury du concours des roses à la roseraie Princesse Grasse et je réalise mon jardin zen au jardin japonais. Cette annonce à présent d'un concert événement à venir en Principauté. Benjamin Biolay sera en concert au Grimaldi Forum le 4 décembre 2021 dans le cadre de sa tournée Grand Prix pour défendre l'album du même nom, sorti le 6 octobre dernier et déjà disque d'or. Pour toutes les informations et modalités de réservation, rendez-vous sur le site internet du Grimaldi Forum. On passe à ce défilé de Fabiano Desplat hier soir. Le 3e défilé déjà pour le créateur de mode en Principauté, l'occasion de présenter sa 9e collection en prêt-à-porter féminin printemps-été 2021-2022.
Un événement uniquement sur invitation qui s'est déroulé au Monte Carlo Bay. Et enfin, on termine par 2 émissions à ne pas rater demain. Avec tout d'abord 19h dimanche, votre magazine de grands reportages sur Monaco Info. Yann-Anthony Nogues vous plongera dans l'univers de Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique et ami de la principauté. Pour en parler, Yann-Anthony Nogues recevra Ivan Artoli, le directeur général de l'Hôtel de Paris, où Churchill avait sa propre suite. Autre rendez-vous à ne pas rater, Laurie Tillman, Miss France 2011, est venue essayer l'aviron de mer à la Société nautique de Monaco le mois dernier dans le cadre du tournage de l'émission Happy et Zen. Un épisode à découvrir demain à 10h sur la chaîne Teva. Et puis vos prévisions météo, quel temps est prévu pour dimanche, Frédéric ? Un copier-coller de la journée de samedi, Émilie, avec une prédominance du soleil et de rares passages nuageux. Côté température, il fera 17 degrés le matin et 22 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h47 pour se coucher à 21h10. Dimanche 6 juin, nous fêterons la fête du Saint-Sacrement. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte en images avec la plage du Monte Carlo Beach qui s'est refait une beauté à l'approche de l'été. Photo signée Michael. Allez-y, passez une excellente soirée et à demain, 20h, pour le best-of de la semaine.